Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième table ronde du Summer Show de Joli Moi. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette intervention. Alors, je suis très bien entourée aujourd'hui. Je suis entourée de Pascale Brousse, la fondatrice de Trend Sourcing et des créateurs et créatrices de 4 superbes marques. Alors, je voulais dire dans l'ordre où moi je les vois, ce sera a priori le même ordre. Olivia Derry, la fondatrice de la marque Les Candides, David Recol de Zao Makeup, Fleur Filippo de D-Lab et d'autres marques dont tu nous parleras très certainement, dont Birdie, et Anne-Sophie Nardi, la fondatrice de On the Wild Side. Alors, on est réunis aujourd'hui pour aborder un thème qui est l'éco-responsabilité et parler des différentes démarches de chacun et chacune autour de cette thématique-là. C'est pas moi qui vais en parler, c'est pas moi qui vais animer ce panel, c'est Pascale, qui est vraiment une des spécialistes du sujet et qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous tous. Donc, je vais très vite disparaître. Un petit message à tout le monde. Merci de vous connecter à cette table ronde. N'hésitez pas à tout moment à poser des questions. Je les regarderai et à la fin, on fera une session de questions-réponses. Donc, je les réunirai toutes et je les transmettrai à Pascal, Olivia, David, Anne-Sophie et Fleur. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça. Je m'enlève et je vous laisse la scène pour cet échange qui s'annonce vraiment passionnant. À tout à l'heure. Merci Jennifer, mais oui, vous pouvez toujours compter sur moi dès qu'il est question de parler d'éco-responsabilité, ce qui me porte depuis 25 ans et là je suis très bien entourée, donc c'est formidable. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ensemble pour 45 minutes avec des questions que vous pouvez poser effectivement soit à la fin du débat, mais c'est encore mieux lorsque nous pouvons les voir au fur et à mesure, ce qui nous permet de rebondir. Et donc, je vais avoir le plaisir donc, de converser avec Olivia Derry, qui est cofondatrice des Candides, Fleur Filippo, fondatrice de D-Lab, de Birdie, de 3 marques en tout, et Anne-Sophie Nardi, fondatrice dans The Wild Side, et enfin, David Recol, qui est fondateur de Zao Makeup. Tout d'abord, je vais donner la parole à chacun afin qu'il et elle se présentent. Donc, écoutez, peut-être dans l'ordre d'apparition de nos écrans. Alors, à toi, Olivia, pour démarrer. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pascal, d'animer cette super table ronde avec vraiment des intervenants que j'admire déjà beaucoup. Et merci à Joli Moi de nous inviter. Moi, je suis Olivia, la cofondatrice de la marque Les Candides avec mon associé Manal. Donc, Les Candides, c'est des produits de soins 100% traçables jusqu'au producteur de matières premières. On a lancé la marque il y a 1 an et demi et voilà, on se développe. Là, on est en train de lancer de nouveaux produits avec toujours cette quête de traçabilité. David. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Merci à Joli Moi et à toi, Pascal. Pour ce qui me concerne, donc David Recol, j'ai fondé avec 2 associés, Philippe et Yvan, en 2012 la marque Zao Makeup, qui est aussi le fruit déjà d'une vingtaine d'années passées dans le secteur des cosmétiques bio et plus particulièrement du maquillage. Donc notre particularité, c'est outre bien sûr le fait d'être certifié bio, la marque est rechargeable, elle utilise du bambou au niveau de ses packaging, voilà, et puis on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Fleur. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis Fleur Filippo, fondatrice de D-Lab Nutri-Cosmétiques. Je suis rentrée dans le complément alimentaire il y a maintenant plus de 10 ans, après avoir grandi dans le Medithermal Spa des Célestins à Vichy, où j'ai vraiment compris et appris que la beauté, le bien-être et la santé étaient vraiment connectés via la nutrition. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais la nutrition a toute sa place dans le secteur de la beauté, on en a besoin, c'est un véritable levier. Et du coup, j'ai lancé D-Lab il y a 10 ans, qui est une marque assez pointue au niveau des concentrations, des ingrédients et de la technicité des formules.
Et récemment, on a lancé Birdie, qui est la petite sœur, avec beaucoup de galéniques innovantes et gourmandes pour justement ne plus utiliser le complément alimentaire comme un produit de santé, mais comme de la food. Puisque voilà, on a vraiment cet aspect aussi de beauté à ingérer. Et ça, c'est Birdie avec des bonbons, des poudres, des boissons, tout plein de galéniques qui sont naturelles. Et enfin, Anne-Sophie. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Nardi. Merci Pascal et Jolie-moi pour l'invitation et ravie de participer à cette table ronde. Moi, je suis la fondatrice de la marque On the Wild Side, moi, j'ai un parcours précédemment dans la beauté pendant plus de 10 ans dans des grands groupes de cosmétiques. Et il y a 3 ans, j'ai eu envie, en fait, justement de remettre un peu plus d'éco-responsabilité dans les produits. Donc, on aura l'occasion d'en parler et de créer donc On the Wild Side, qui est une marque de soins pour le visage, certifiée bio, mais surtout sans d'origine naturelle, donc sans aucun ingrédient issu de la pétrochimie et avec des plantes sauvages. Donc, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est la spécificité d'On the Wild Side. Ouais, et toutes les marques et les concepts ici sont vraiment intéressants et complémentaires sur différents domaines. Alors, à mon tour de me présenter, je travaille dans la cosmétique et les industries du bien-être depuis 30 ans, my God déjà, et cela fait 21 ans que j'ai fondé Trend Sourcing autour des questions déjà de l'écologie et du bien-être, même à une époque où on me renvoyait un peu au fond du couloir dès que j'abordais le sujet du bio, de l'organique ou du green. Et donc, mon rôle, c'est de renseigner les marques sur ce que vous voudrez, sur ce que voudront les consommateurs, les citoyens demain, et d'accompagner les marques justement en éco-conception et beaucoup en alignement des valeurs, en cohérence. Et puis, j'aime bien prendre la parole sur les réseaux, donc pour justement montrer toutes les bonnes pratiques des marques sur LinkedIn et pouvoir régulièrement les interviewer en live Instagram. D'ailleurs, j'ai déjà eu Anne-Sophie et Fleur que vous pourrez revoir en replay. Et j'espère avoir le plaisir cet automne d'accueillir David et Olivia, bien entendu. Et enfin, pour finir, je fais également auprès des consommateurs des ateliers de beauté holistique pour décrire déjà cette beauté plus en conscience, intérieure, extérieure, et puis pour vous renseigner sur les rituels et beaucoup les marques, parce que finalement, j'ai énormément de questions qui me sont posées par rapport au bon fondement des marques et à la véracité, l'authenticité et l'éthique des jeunes marques. Voilà. Donc, nous allons démarrer. Je vais redonner la parole à chacun pour que vous puissiez tout d'abord définir ce thème, puisque l'éco-responsabilité est vaste. On pense beaucoup en premier lieu au packaging, mais finalement, c'est bien au-delà, puisque ça peut aller depuis, bien entendu, les formules et puis tout le chemin de vie d'un produit. Alors, reprenons notre tour pour que vous puissiez nous indiquer votre définition de l'éco-conception et puis l'engagement vraiment le plus porteur pour vous de votre marque. Alors, Olivia, c'est à toi. Oui, alors donc nous, l'éco-conception, donc Manal et moi, on n'est pas issus du monde de la cosmétique, donc vraiment on a eu une approche un peu de consommatrice, c'est pour ça qu'on s'appelle les Candides d'ailleurs, c'est vraiment un clin d'œil à ce regard neuf qu'on avait et on essayait toujours d'aller au fond des sujets et le point de départ c'était vraiment ça, c'était qu'est-ce qu'on se met sur la peau. On a commencé vraiment dès le démarrage de l'entreprise à se poser des questions sur l'éco-responsabilité. On a eu la chance d'assister à 2 ateliers de la coopérative MU, qui est une agence d'éco-conception qui nous a un peu formés en fait, et puis on a complété par nos propres recherches. Donc pour nous, c'est vraiment le fait, d'intégrer dès la conception des produits des enjeux environnementaux sur toute la durée du cycle de vie. Et en fait, la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire, finalement, si on s'intéresse à l'éco-conception, il faut déjà qu'on sache précisément ce qu'il y a dans nos produits. Et quelle meilleure façon de le savoir que de vraiment s'intéresser à la traçabilité des ingrédients.
Donc, c'était vraiment notre constat, c'était que finalement, quand on s'est lancé, on parlait déjà beaucoup d'ingrédients controversés sur le plan santé, environnemental, mais que finalement, pour un même ingrédient, on n'avait aucune idée de sa provenance réelle, précise. Et ça a été le démarrage de notre envie de créer des produits de soins finalement simples, donc avec peu d'ingrédients, mais aussi des ingrédients naturels issus de producteurs engagés. Et vraiment, on a mis un point d'honneur à avoir cette traçabilité, ce circuit court et d'aller chercher nos ingrédients naturels en direct du producteur. Donc évidemment localement, près de chez nous, en France, dans des pays limitrophes, pour vraiment maîtriser notre consommation, maîtriser notre impact et puis bien sûr nous assurer de la qualité de nos ingrédients. Donc c'était une double démarche. Peux-tu rappeler les produits que tu as dans ta gamme, donc les savons à froid, les huiles? Tout à fait. Alors, on a commencé avec des produits vraiment du quotidien qui étaient faciles, entre guillemets, à utiliser et puis à concevoir. Donc, les savons à froid saponifiés par une savonnerie artisanale dans le Perche avec des ingrédients naturels locaux ou traçables. Donc, on a quand même de l'huile de coco dans nos savons, mais c'est une huile de coco qui est traçable en direct d'un producteur des Philippines. Et puis, on a des huiles de soin parce qu'on est aussi convaincu que finalement, les huiles de soin, c'est une nouvelle tendance de rituel bien-être pour le corps et pour le visage qui permet potentiellement de remplacer des crèmes avec des compositions un peu plus complexes, des ingrédients transformés, etc. Et nous avons également des brumes de soin, donc des eaux florales ou des eaux de fruits. Et on est en train de travailler sur de prochains lancements produits, donc qui vont être des galéniques un peu plus transformés justement. Et c'est là qu'on vraiment cet enjeu de la traçabilité va se retrouver. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. David, à toi l'honneur. Oui, alors, comme effectivement vient de le préciser Olivia, tout le discours tourne autour effectivement du cycle de vie total du produit, aussi bien sûr au niveau de son emballage que de sa formulation. Pour ce qui nous concerne au niveau de Zao, c'est vrai que tout est parti un petit peu ensemble, c'est-à-dire que dès le départ, l'idée c'était de trouver un emballage qui soit non seulement bien sûr recyclable mais biodégradable, et du coup pour ça l'idée c'était d'utiliser du végétal pour le réaliser. On a choisi un matériau qui a beaucoup de qualité, qui est le bambou. Donc c'est nous-mêmes aussi qui avons créé l'atelier qui au départ a commencé la production de ces packaging. Mais on voulait aller plus loin, c'est-à-dire que ce packaging, effectivement, même s'il est biodégradable, on voulait le faire aussi rechargeable. Vous devez savoir que le maquillage, c'est quand même un secteur de la cosmétique où les packaging ont une importance assez importante, puisque justement, c'est aussi une façon d'utiliser, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un contenant, mais c'est aussi un outil d'application souvent, puisque quand on a une brosse de mascara ou un stick de rouge à lèvres, c'est vrai que ça sert aussi à l'utilisation. Donc, il y a beaucoup de packaging et effectivement, le fait d'imaginer des systèmes de recharge nous semblait aussi quelque chose de très important. Mais là aussi, dans ces recharges, nous avons encore du plastique, même si nous travaillons aujourd'hui à de nouvelles solutions. Et l'idée, c'était d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au niveau de ces recharges, nous proposons dans tous nos points de vente ce que nous appelons une éco-box, qui permet à tous les consommateurs, consommatrices, une fois que la recharge est terminée, de venir redéposer son produit son produit vide, sa recharge vide, dans cette éco-box que nous gérons en fait de A à Z avec les points de vente. Ils nous envoient le poids de cette éco-box lorsqu'elle est pleine. On leur envoie une étiquette Colissimo pour qu'ils nous la renvoient pleine. Quand on envoie cette étiquette Colissimo, on leur envoie une nouvelle éco-box qu'ils peuvent à nouveau remplir, et nous nous occupons, nous, derrière, à la fois, bien sûr, de recycler lorsque les matériaux sont facilement recyclables, comme les godets, par exemple, en fer blanc, ou même de revaloriser certains emballages, comme les flaconnettes en plastique, où on est en collaboration avec des plasticiens, donc des artistes de la région de Lyon. L'idée, c'est de faire aussi un circuit qui soit assez court au niveau de ce recyclage et de cette revalorisation, à moins de 200 km justement autour de chez nous, parce que nous sommes basés dans la Drôme, donc dans le sud de la France. Alors ça, c'est le packaging.
Et bien sûr, tout est parti aussi avec la formulation, c'est-à-dire qu'il était évident d'avoir une certification, donc écologique et biologique. Au départ, c'était EcoCert, aujourd'hui, c'est Cosmos, selon ces référentiels. Même si ces référentiels n'exigent que 95% d'ingrédients d'origine naturelle, nous avons, nous, dans toutes nos formulations, je mets un bémol, bien sûr, sur les vernis à ongles, nous sommes 100% naturels. Nous avons aussi, maintenant depuis 5 ans, une gamme qui est complètement végane. Le dernier ingrédient qui était d'origine animale est de la cire d'abeille que nous sommes parvenus du coup à éliminer, donc il y a maintenant 5 ans. Donc, nous n'avons pas de carmin non plus, hein, qui est issu de cette cochenille, ce qui fait que nous connaissons aussi certaines de nos limites. Pardon. Nous n'avons pas de rouge vif au niveau de nos rouges à lèvres. C'est un choix que nous avons décidé de faire ensemble dans toute l'entreprise. Donc, aucun ingrédient d'origine animale. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui est global. Et je dirais même, mais ça ne se voit pas sur le produit, c'est le lieu dans lequel nous sommes, c'est la façon aussi que nous avons de gérer l'entreprise, le management. Tout ceci, si vous voulez, s'appuie sur maintenant quelque chose qui peut être un petit peu galvaudé, mais qui, en tout cas, moi, quand j'ai démarré en 2005 sur ces sujets-là, c'est le développement durable, le fait de... bienvenue à nouveau. Je suis un peu partie, mais je suis revenue, c'est un peu mieux là. Donc, c'est vraiment en fait s'appuyer sur l'ensemble de ces principes pour effectivement être sûr que tous les impacts que nous avons que notre activité a sur l'environnement, sur la société, les individus, soient le plus positif possible. Alors, merci, c'est vraiment très complet, David, et très transparent. On va sûrement revenir sur cette notion d'impact. Je voulais une précision tout à l'heure en entendant biodégradabilité. J'ai lu aussi, c'est très bien fait sur le site, hein, l'histoire du bambou qui provient d'une région qui est vraiment protégée de Chine. Donc, c'est vrai que c'est important de le dire pour ne pas déforester et pour rappeler que c'est une plante qui est très peu gourmande, en plus en eau. Et donc, si j'ai bien compris, les packs, tout est assemblé près de chez vous, dans la Drôme. Et je voulais savoir aussi ce que vous entendiez par biodégradabilité, par biodégradable, parce que est-ce que c'est dans un compost industriel ou est-ce que c'est au fond de son jardin, ce qui est un peu plus rare? Alors, très honnêtement, au niveau des packs en bambou, étant donné qu'ils sont vraiment faits à 100% avec justement cette matière première, ils sont effectivement biodégradables de toutes les façons possibles, c'est-à-dire même dans un compost, effectivement. Hein. Alors, ça peut durer un petit peu longtemps, mais voilà, l'idée, c'était surtout d'éviter le plastique, justement, au niveau de cet emballage primaire pour nous, puisque je considère aujourd'hui, nous, l'emballage secondaire qui est la recharge. Oui, et ce qui est effectivement le plus moteur. Bon, et c'est vrai que même au niveau de l'étui, puisque c'est pareil, c'est une famille de produits qui normalement utilisent des étuis, souvent en carton, nous avons en fait, nous, des étuis qui sont aussi en réalité particuliers, puisque nous utilisons de la fibre de bambou, ce sont des petites pochettes qui ont aussi la faculté d'être réutilisables avec des petites cordelettes donc qui sont aussi en harmonie avec les couleurs de nos packaging. Et ces petites pochettes peuvent aussi être réutilisées un petit peu à l'infini. Alors déjà au départ, étant donné que les produits sont rechargeables, elles ont pour vocation de protéger l'écrin en bambou le plus longtemps possible, mais elles peuvent aussi être utilisées à d'autres fins, comme petits sachets justement pour des bijoux, ou certains les utilisent pour mettre de la lavande et mettre dans les armoires pour protéger les vêtements ou les parfumer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose aussi d'assez global. Oui, c'est tout à fait dans les valeurs actuelles, et merci à chacun d'entre vous parce que vous poussez très loin les détails comme bon nombre de jeunes marques depuis 10 ans et encore plus depuis 3-4 ans. Alors Fleur, c'est à toi. Toi, je pense que tu vas avoir aussi beaucoup de choses à dire et même jusqu'à l'usine. Alors raconte-nous. Oui, c'est ça. C'était hyper intéressant. Là, on a un panel avec un regard sur les ingrédients, sur le packaging et l'utilisation. Nous, effectivement, dans éco-responsabilité,
et voilà tout ce qui est regard bienveillant sur l'environnement à partir du produit, on a décidé de remonter la chaîne de valeur et de se dire, voilà, mon pack, il est recyclé, recyclable, voilà, recyclé au moins en partie. Mon produit, maintenant, qu'est-ce qui le compose? Et du coup, c'est à la fois tout ce qui va le composer et puis tout un petit peu les ustensiles qui vont permettre de le fabriquer. Donc, on a cherché à se renseigner sur les machines, qui a fabriqué les produits, quels étaient les systèmes de traitement de l'air, de réglage de la température, du réglage de l'hygrométrie. On va vraiment essayer de voir quels sont les processus de nettoyage par rapport à la prod et vraiment, nous, se concentrer aussi sur la prod comme si finalement, l'impact de notre produit unitaire allait être une somme qui en fait est infinie et extrêmement large, mais qui comprend vraiment tout ce matériel et le bâtiment dans lequel il est fabriqué. Et puis, énorme point en numéro 2, c'est aussi son parcours et son transport. Encore aujourd'hui, donc avec Delab et nos marques, nous avons décidé de nous lancer dans la construction de notre usine green, comme nous l'appelons, qui arrive là, voilà, dans les prochains mois. C'est super et avant tout pour moins faire voyager les produits. Aujourd'hui, on fait produire nos gélules à partir d'actifs que nous acheminons dans différents laboratoires en France. Et ensuite, les gélules partent chez un conditionneur qui est en France aussi, mais dans un autre endroit. Et ensuite, les flacons repartent dans un centre de logistique qui est un troisième endroit. En vrai, mes produits, avant d'arriver chez vous, ils ont déjà pris énormément de fois les transports, l'autoroute, ils ont passé les péages, les stations-service, enfin voilà, ils sont hyper habitués. Et ça, c'est pas normal. Moi, j'aimerais voilà, qu'on puisse envoyer chez les gens des produits qui soient un peu vierges de tout transport. Et là, l'objectif, c'est d'arriver à avoir des matières premières qui soient de plus en plus locales, même si on peut pas tout faire en local et on le fera pas. Et puis, d'arriver à les transformer dans un endroit qui est bienveillant avec l'environnement. On peut en reparler. Nous, on a 4 grands pôles. On a l'énergie avec les réductions d'énergie, tout ce qui est isolation, réglage des lumières, de l'énergie, des températures hautes, comme on en parlait, avec création d'énergie, les panneaux solaires, avec réduction d'utilisation de l'eau et réutilisation avec des eaux pluviales, des eaux de lavage avec des solvants et des détergents écologiques. On travaille la réduction des déchets avec des composts, avec du tri, avec voilà, beaucoup. Et puis, la réduction des transports et même les produits qu'en fait, on s'est associé avec nos voisins d'un naturopole certifié ISO 14001 pour pouvoir se faire livrer en même temps certaines des matières premières, ou en tout cas que nos livraisons arrivent sur des échangeurs et ensuite viennent au naturopole sur des camions qui sont dédiés au naturopole. Et pareil pour le départ des produits. Voilà, on va réussir à s'entendre pour qu'il y ait des camionnettes qui viennent chercher tous nos colis voilà, conjointement pour les ramener sur les routes. Donc, c'est vraiment réduire l'impact au maximum et beaucoup réduire les transports, le point de départ de cette aventure. Et donc, c'est vraiment passionnant, Fleur, d'autant que c'est peu porté à la connaissance du public, tous ces détails de va-et-vient, de matières premières, voilà, on en parle par exemple en mode, de plus en plus. On sait que nos pantalons, nos jeans ont pu faire X fois le tour du monde, mais c'est vrai qu'en cosmétique, ce n'est pas encore dit. Donc, merci pour cette transparence et pour contribuer activement à la réduction de ces impacts. Alors, Anne-Sophie, à toi l'honneur et ravie que tu puisses nous parler en direct. Je m'apprêtais pratiquement à me faire ton porte-parole, tu vois. J'ai disparu et bon, c'est beaucoup mieux là sur cette connexion. Alors oui, c'est vrai que l'éco-responsabilité, finalement, quand on rentre vraiment dans ce sujet, on se rend compte que c'est bien plus large en fait qu'une dimension juste packaging. Et du coup, nous, on a vraiment, en fait, on s'est plutôt intéressé d'abord au contenu
qu'au contenant. Donc déjà, principalement sur la partie formulation, dans la traçabilité justement à la fois de nos matières premières qui vont créer la formule, dont les ingrédients, dont l'origine est principalement made in France à 80% pour tout, sauf certains ingrédients qu'on ne peut pas trouver en France comme du beurre de karité ou des choses comme ça, donc qui ne sont pas remplaçables, mais sinon on a privilégié les ingrédients d'origine française et sur lesquels on avait une traçabilité. Et après, donc la particularité, c'est qu'on a voulu aussi mettre à l'honneur justement cette traçabilité, cette dimension approvisionnement à travers l'incorporation donc de plantes sauvages, où là justement on a monté en fait un partenariat avec une coopérative de cueilleurs, pour ensuite transformer ces plantes-là en actifs qu'on incorpore dans nos formules. Et ça, c'était important aussi pour nous parce que finalement, en fait, donc la cueillette sauvage, donc c'est aller cueillir directement les plantes directement dans leur écosystème naturel. Et quand elle est bien faite et elle respecte des bonnes pratiques, en fait, elle est source elle permet de protéger la biodiversité. C'est un peu comme les abeilles où elles ont un rôle aussi de pollinisation. Bah pareil, la cueillette, ça permet aussi d'entretenir la nature. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de cueilleurs, notamment qui travaillent avec les offices nationaux des forêts. Donc, pour aller vraiment le plus loin possible, on défend en fait, on veut mettre en lumière ce savoir-faire qui pour nous est un savoir-faire indispensable justement à la préservation de la nature sauvage. Donc, on soutient l'association française des cueilleurs de plantes sauvages, qui est l'association en fait de regroupement des professionnels de la cueillette. Et depuis janvier, en fait, je fais partie du bureau, donc du conseil d'administration de cette association pour représenter les entreprises. Et justement pouvoir aussi à la fois mieux comprendre les enjeux liés à la cueillette et à ce type d'approvisionnement, et aussi pouvoir partager avec les professionnels de la cueillette aussi les problématiques d'entreprises comme le cosmétique, ou bien aussi ils travaillent beaucoup avec l'industrie pharmaceutique, avec j'allais dire l'autre côté du pendant dans la chaîne de valeur. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans l'éco-responsabilité aussi, c'est finalement de redonner du sens et aussi de recréer en fait des maillons qui finalement petit à petit avec le temps dans le secteur se sont éloignés, donc entre la marque, le produit et le fournisseur de plantes, parce qu'il y a eu beaucoup d'intermédiaires en fait qui se sont intégrés finalement au process. Et donc voilà, c'est aussi une manière de redonner à la fois de la traçabilité et du sens à ce qu'on fait. Et puis bien sûr, l'éco-responsabilité, forcément, le contenu est aussi important parce qu'on s'imagine pas avoir cette démarche-là et ne pas être cohérent sur l'ensemble du produit. Donc nous, nos packaging sont on a pris le parti pris de prendre les matériaux qui nous paraissaient les plus recyclables, donc le verre et l'aluminium, et d'éviter au maximum le plastique, de prendre des étuis issus de forêts gérées durablement, donc certifiées FSC. Bien sûr, ça c'est important aussi pour nous. Et aussi parce que je pense que cette idée de transport, ça nous tient à cœur aussi, parce que finalement, on sait aussi qu'une des premières causes de la pollution, c'est vraiment les émissions carbone. Ouais. Voilà, les émissions carbone, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi au maximum de travailler avec des fournisseurs locaux, que ça soit pour les matières premières, pour les packs, pour les étuis aussi. On fait travailler donc des usines d'impression en France. On ne fait pas venir nos étuis de l'autre bout de la terre. Et on reste avec un partenaire qui est local, donc qui est dans le sud-ouest, qui est à côté de chez nous. Et nos partenaires logistiques sont aussi dans le sud-ouest. Donc pour éviter au maximum justement aussi les transports.
Après, il faut savoir, pour être totalement transparent, que cette démarche-là, c'est un vrai choix stratégique et c'est un vrai choix aussi économique, parce que c'est aussi de prendre la responsabilité, d'avoir des étuis qui soient plus chères, ou des matières premières aussi qui soient plus chères, etc. Mais voilà, on se dit que l'important aujourd'hui, c'est aussi de faire bouger les lignes et comme tu disais, d'avoir un vrai impact qui puisse faire bouger les choses. Bon, c'est très complet. Merci également. Et puis, c'est vrai que ce que j'aime particulièrement dans On the Wild Side, c'est ton côté sobriété aussi. J'aime bien ce que tu mets à la sobriété au service de l'efficacité. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché à lancer une gamme avec quantité de produits, mais tu y vas très progressivement et avec ta communauté. Et ça aussi, ça fait partie pour moi de l'éco-responsabilité, hein, puisque de toute manière, quand on parle des fameux 3R qui sont réduire, réutiliser et en dernier lieu recycler, hein, qui est finalement, quand on n'a pas fait le travail avant, c'est que voilà. Mais toi, tu cherches aussi à faire moins de références et à y aller vraiment. C'est ça. Et je pense que là où tu as raison, c'est que, je pense que c'est aussi de la responsabilité des marques à apprendre à consommer de manière éco-responsable. C'est-à-dire effectivement de se dire on consomme moins de produits, mais on consomme les produits qu'on achète, quoi. Et du coup, on évite aussi le gaspillage et c'est effectivement une dimension hyper importante de l'éco-responsabilité d'un point de vue consommateur. Ouais. Hyper. D'ailleurs, il y a un hashtag qui est parti de Corée il y a peut-être 3 ans qui s'appelle Project Pan, PAN, qui, pour toutes les consommatrices qui finissent entièrement, notamment leur maquillage, avant de racheter quoi que ce soit et qui sont donc dans cette fierté de finir jusqu'à la dernière goutte ou le dernier grain de poudre, entre guillemets, avant d'aller racheter. Voilà. Donc oui, on voit que c'est une conscience aussi qui devient planétaire, même si certains pays sont plus avancés que d'autres. En tout cas, depuis 4-5 ans, c'est incontestable que les consciences montent très vite sur ces questions du zéro déchet, sur ces questions de recharge, sur ces questions de faire attention au sol, à la terre, puisque c'est notre santé. Et maintenant, selon le dernier rapport du GIEC, c'est vraiment notre vie à nous, espèces humaines, qui est en jeu là, dans les années maintenant. Donc, finalement, chaque jour compte. Alors, eh bien, nous sommes déjà parlé depuis une demi-heure et je vois très peu de questions arriver, mais vraiment, n'hésitez pas, puisque là, nous sommes clairement dans le dernier quart d'heure des questions pour partager avec vous. Et alors, je vais redonner la parole à chacun pour que vous puissiez nous indiquer peut-être ce qui reste encore pour vous peut-être difficile à faire en éco-conception parce qu'il n'y a pas encore les filières, il n'y a pas encore de transparence, ou bien votre prochaine étape, ce que vous avez, vous, envie de développer par rapport à la marque. Alors, Olivia, raconte-nous, puisque toi, tu es peut-être la plus jeune marque, les Candides, depuis 2 ans. On ne t'entend pas. Remets ton micro, voilà. Ouais. Oui, oui, je disais, nous, effectivement, on est arrivé sur le marché fin 2019 et là, on a pas mal de projets en cours justement sur les aspects éco-conception. Justement, sur le packaging, donc c'est pas notre cheval de bataille principal, mais c'est une réflexion qu'on intègre aussi énormément. Là, donc, on a des produits à la fois solides, donc nos savons à froid qui sont emballés dans du papier labellisé FSC et imprimés à quelques kilomètres de notre savonnerie. Et on a donc nos flacons en verre qui sont dans du verre français. Et là, on est en train de mettre en place un système de consigne. Donc, c'est tout nouveau et c'est pas évident en cosmétique parce qu'il faut trouver les bons partenaires qui soient capables de nettoyer, de reconditionner nos flacons pour qu'ils soient totalement
totalement libre de bactéries, qui soit totalement propre. Et ça, pour la cosmétique, c'est un vrai challenge. Donc, on est en train de mettre en place cette phase de test à grande échelle avec nos clients pour, par la suite, pouvoir proposer vraiment de réintégrer dans le circuit des flacons usagés. Les prochaines étapes qu'on a, nous, c'est vraiment aller plus loin dans la traçabilité. Donc là, on a sorti des produits qui sont donc à base d'ingrédients naturels qu'on va chercher, qui sont traçables. Donc, il y avait déjà un enjeu de savoir vraiment précisément l'origine de ces ingrédients-là et donc de ne pas passer par des grossistes ou en tout cas de pouvoir remonter à la source pour pouvoir vraiment comprendre en profondeur la façon de travailler du producteur. Et le deuxième enjeu qu'on va avoir, c'est vraiment sur les ingrédients transformés, où là, on peut avoir pour un même ingrédient qui va être indispensable à un produit comme un tensioactif ou un émulsionnant, on va avoir une myriade de fournisseurs différents qui proposent exactement le même ingrédient. Et nous, notre enjeu, ça va être vraiment de sélectionner le meilleur fournisseur d'ingrédients, de comprendre réellement comment ils travaillent. On sait que certains ingrédients indispensables à des produits peuvent être très polluants. Je pense notamment à des tensioactifs, même en solide, comme le SCI, dont le procédé peut être très polluant, mais tous les acteurs qui fabriquent ce SCI ne se valent pas. Ils travaillent d'une façon chacun un petit peu différente et notre enjeu, ça va vraiment être de sélectionner celui qui travaille de la meilleure façon possible et d'enclencher un processus un petit peu vertueux aussi en diffusant ces pratiques de façon à ce que le consommateur soit éclairé et puis aussi de façon on espère à faire bouger l'industrie, bouger la chaîne de valeur en amont, donc les industriels fabricants de ces ingrédients. Merci beaucoup, ça a généré des questions. Effectivement, les ingrédients, ça pourrait être une table ronde en soi, puisque là aussi, c'est très opaque pour le public, notamment les tensioactifs ou tout ce qui est, puisqu'on se rend compte que dans un cosmétique, il peut facilement y avoir une vingtaine d'ingrédients, voire plus, entre les texturisants, les émulsifiants, etc. Là, pour le moment, on a des questions au niveau effectivement des recharges. Donc, Justine trouve qu'elle aimerait en trouver plus. Elle trouve que c'est important. La consigne, bien entendu. Une bonne idée, nous dit Aurélie. Donc, on pourra continuer sur le sujet. Il y a aussi, alors il y a une question pour Zao. Et puis après, si on a un peu de temps, on pourra reparler de la traçabilité. Comment est-ce que c'est vérifiable pour le consommateur? Donc, à toi, pour que chacun puisse parler un peu dans les dernières minutes. David, à toi. Peut-être que Jennifer n'a pas assisté au tout début par rapport puisqu'elle nous parle des emballages plastiques et de consignes pour Zao. Je peux peut-être spécifier. Oui, c'est vrai que, comme je l'indiquais, Zao, au niveau des recharges, nous avons effectivement des packagings qui sont quand même assez souvent, ou qui contiennent en tout cas du plastique. De par la taille et de par aussi ce que ces recharges-là contiennent au départ, le fait de les nettoyer pour les rendre à nouveau réutilisables comme on le ferait avec des consignes est assez difficile. Je dirais aujourd'hui quasiment impossible, tout en maintenant effectivement de bonnes conditions d'hygiène. Mais c'est vrai qu'il n'empêche que nous avons nous-mêmes cette année déjà évolué sur un segment. Par exemple, nos démaquillants étaient jusqu'à présent dans des flacons en plastique. Nous avons décidé de changer complètement notre fusil d'épaule, puisque au lieu d'avoir des démaquillants émulsion, huile ou eau micellaire, nous sommes passés à du solide. Donc, nous avons développé effectivement une huile solide, un lait solide, un savon aussi détox, de façon à complètement éliminer le plastique. Et ce sont des produits, du coup, que nous pouvons proposer aussi au réseau vrac de type Day by Day, en vrac également, et pas simplement emballé de façon unitaire. Donc, c'est une évolution aussi quand même assez importante chez nous. Et c'est vrai que, bon, nous avons pas mal d'accessoires. C'est pareil, jusqu'à présent, nous avions tous nos pinceaux, nos éponges, nos houpettes, tous les applicateurs au niveau du maquillage qui étaient emballés dans des petits sachets en plastique. Depuis maintenant quelques mois, nous sommes passés systématiquement sur du PLA,
qui est un plastique, mais réalisé effectivement à partir d'amidon de maïs, de pommes de terre, de déchets végétaux, et qui a la particularité d'être aussi complètement biodégradable, contrairement au plastique traditionnel. Très bien, merci beaucoup pour ce complément. Et alors, à toi, Fleur, tu peux peut-être en même temps dans ta réponse, justement, nous indiquer pour la traçabilité, comme tu avais commencé à en parler tout à l'heure, et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que c'est vérifiable pour le consommateur? La traçabilité, écoute, je ne sais pas si on peut parler de traçabilité, en tout cas sur les ingrédients de notre côté, effectivement. On met à disposition des consommateurs des certificats avec les origines de nos actifs. Et puis, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir les certificats aussi complémentaires sur le clean. Donc, s'assurer que c'est sans OGM, sans actifs irradiés, que voilà, on est sans nanoparticules. Donc, ça, c'est important. Après, effectivement, voilà, le débat du PAC, le débat des actifs, nous, on est très, très heureux, très heureux et actifs sur le sujet. Sur le transport, je me suis exprimée dessus. Après, effectivement, sur nous, tout ce qui est vraiment amont, puisqu'on se considère comme maintenant une usine de fabrication de cosmétiques qui sont des compléments alimentaires, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que y a, et justement, je trouve qu'Olivia a raison de dire qu'elle va challenger ses fournisseurs et ses labos, et qu'elle va, mais il faut aller en tant que marque auditer et challenger ses fournisseurs. Il faut le faire sur le système de la consigne qui, de plus en plus, j'ai un regard en amont et donc B2B. Et nous, le système de la consigne, avant tout, on veut pouvoir le demander à nos fournisseurs de matières premières. Puisque aujourd'hui, les matières premières, on les reçoit dans des big bags. Donc, on a 1, 2, jusqu'à 3 énormes sachets plastiques qui sont dans des cartons et sur lesquels, voilà, dans des palettes enroulées de plastique. Donc, quand on reçoit nos matières premières, il y a déjà vraiment beaucoup de bon sens à apporter sur le fait de mutualiser des palettes, sinon de demander des emballages différents. Et puis, très souvent, maintenant, on peut aussi pousser le fût, le fût en plastique qui, lui, peut être consigné. Et c'est ce qu'on a commencé à faire au niveau de notre travail auprès des fournisseurs de matières premières. Donc, on va demander à recevoir nos matières qui sont dans des fûts qui seront consignés, que nous, on pourra renvoyer avec les camions à vide, renvoyer jusqu'aux échangeurs éventuellement pour faire une première partie du travail. Donc, finalement, moi, je vois bien qu'il y a énormément de travail au niveau d'impact, de tonnes d'emballages qui sont vraiment très, très, très en amont de la vie du produit. Donc, ça, c'est très important de le souligner et sur ça, on va se battre et on va essayer de, voilà, énormément avancer pour recevoir et mutualiser le matériel. Pour faire des bonbons, aujourd'hui, on nous propose de recevoir du sirop de glucose dans des bidons de 5 litres. Non, voilà, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous, on va faire des prods avec, je sais pas moi, à chaque fois, entre 80 et 100 litres. On va pas vider 20 bidons à chaque fois. Donc, voilà, on essaye vraiment d'avoir une cuve qui puisse être reliée à un tuyau. On réfléchit sur tous ces éléments-là et c'est ceux sur lesquels on aimerait pouvoir participer à faire la différence, sachant qu'on ne lâche pas le B2C et donc le regard consommateur et que grâce à notre usine, on a pu dimensionner aussi une laverie pour relaver nous-mêmes les flacons qui seront renvoyés par les consommateurs et les remettre directement donc une fois qu'ils seront bien nettoyés dans la ligne et dans le circuit. Merci beaucoup, Fleur. Et donc, effectivement, cela répond également à Jennifer. Et moi, je rajouterais que vous pouvez regarder les engagements des marques, tout ce qui est dit sur leur site ou sur les réseaux, mais notamment sur le site. Et effectivement, Fleur le met très bien en avant. Qu'elle utilise ni matière irradiée, ni OGM, etc. Et quand une marque n'indique rien, eh bien, demandez-leur des preuves. Voilà. Il y a aussi la technologie de la blockchain pour vérifier la traçabilité des ingrédients qui se met en place
progressivement en alimentaire, en mode, en cosmétique. Et ça, c'est une technologie qui est infalsifiable, où là, on saura tout depuis l'extraction jusqu'au produit fini et jusqu'à vous. Et voilà. Et je ferai d'ailleurs un live sur le sujet en septembre avec Nicole Giraud de DNA Gen-C, qui a une méthode où elle peut séquencer et tracer l'origine de toutes les plantes. Et pour finir, Anne-Sophie, c'est à toi. Alors, nous, notre sujet du moment, j'allais dire, sur l'éco-responsabilité, en fait, je pense qu'on est dans une démarche éco-responsable et j'aimerais aujourd'hui pouvoir évaluer, mesurer vraiment notre impact. Parce que certes, on a des engagements, mais je pense que ce qui est important, c'est que pour mesurer, enfin, voilà, si on veut avoir un impact, c'est de mesurer quel est notre impact. Et justement, par rapport à ça, dans une première étape dans la démarche, on est en train de remplir le dossier pour avoir la certification B Corp. Et justement, dans ce dossier, il y a pas mal de questions donc pour justement connaître nos impacts et ça nous aide aussi à mettre en place des outils en interne pour pouvoir évaluer ce qu'on appelle des KPI, pour pouvoir évaluer justement concrètement en fait quels sont nos impacts, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue rapport avec nos fournisseurs. Puis je pense que c'est ce qu'on s'est dit, enfin, c'est au-delà de l'éco-responsabilité, c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise. Donc aussi sur notre impact social, notre impact aussi en interne dans nos organisations, comment on fonctionne, etc. Et d'avoir vraiment de rentrer vraiment dans le dur de l'évaluation de nos engagements, en fait. Je pense que c'est ça aussi la prochaine étape. Et c'est d'autant plus important pour des marques ou des entreprises comme nous qui sommes en construction de aussi se dire que voilà, la démarche aussi dans la bonne direction et on peut mettre ça en place dès le départ, quoi. Bon, merci beaucoup à tous. Merci pour vos rebonds, à vous qui nous suivez. On a entendu beaucoup de transparence, des choses, je pense que peut-être vous ne connaissiez pas, mais vous voyez à quel point il y a énormément de détails et que c'est particulièrement fouillé pour chacune des marques présentes dans le travail, dans la qualité des produits que ces marques vous délivrent. Donc, vous pourrez voir le replay. Un grand merci, donc Olivia, David, Fleur et Anne-Sophie. Merci à Jennifer pour avoir organisé ce live. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure à 16h avec Candice Collin, où on va échanger forcément sur la Clean Beauty. Merci beaucoup, c'était très très intéressant et pour conclure, je vais juste redire une phrase qu'a dit Anne-Sophie, c'est la responsabilité des marques d'apprendre aux consommateurs justement l'éco-responsabilité et c'est quelque chose que vous assumez tous très très bien. Donc merci et merci pour votre transparence et ces échanges qui étaient très très intéressants. Merci. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir donné la parole. À très bientôt. Au revoir à la communauté. Au revoir. Au revoir. Au revoir.